cette conférence, j'ai utilisé, j'ai parlé, si vous voulez, de l'exemple des enclosures. Je ne sais pas si vous avez eu le texte, qui est le petit texte de quelques lignes qui essaie d'expliquer le propos de cette conférence. Donc j'ai utilisé l'exemple des enclosures en Angleterre comme une espèce d'annonce ou de métaphore pour ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Alors les enclosures en Grande-Bretagne, c'est un mouvement pluriséculaire d'expropriation des terres communales qui permettait la vie et l'autonomie des communautés paysannes et des paysans sans terre. On assiste à partir du XVe siècle, on assiste progressivement au remplacement de ce qu'on appelait le système des open fields, c'est-à-dire des champs ouverts, où, disons, un territoire donné de village était divisé en fines lanières qui faisaient l'objet d'une appropriation privée déjà, mais c'était mitigé par le fait que l'exploitation des terres se faisait largement en commun. Ou en tout cas, il y avait tout un tas de règles, si vous voulez, qui régissaient l'utilisation des terres, ne serait-ce que parce que ces propriétés étaient en lanières et très très longues, si vous voulez, il fallait des règles, il fallait pouvoir faire les assolements, c'est-à-dire les succès de rotation de culture. Sur 3 ans, on faisait une jachère, un blé, une orge, par exemple. Il fallait les faire de façon collective. Il n'était pas question que des lanières de 2 mètres de long et de 200 mètres de long, de 2 mètres de large et de 200 mètres de long, il n'était pas question de les cultiver individuellement, de faire comme s'il n'y avait pas de règles. Donc on était obligé de passer par des règles communes, avec des discussions communes sur la façon d'exploiter les terres. En plus des terres qui faisaient l'objet d'une propriété individuelle, vous aviez des terres qui étaient une propriété communale, ce qu'on appelait les commons, c'est-à-dire les terres communes, les communaux, qui étaient ouverts à tout le monde. Après les récoltes, les animaux étaient libres de paître. Alors, le nombre d'animaux était selon l'importance de la propriété, de l'importance des terres cultivées. Donc le nombre d'animaux était proportionnel à la superficie dont disposaient chacun des propriétaires. Donc ça c'est pour vous dire que c'est un système, si tu voulais, qui a mis 4 siècles à être complètement bousculé et transformé en un système de propriété à ce moment-là privée, uniquement avec chacun dans son coin, derrière ses barrières, derrière ses haies, à exploiter son lopin de serre sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre que plus aucune contrainte, disons, collective. Voilà. Donc c'est le passage de ce champ, c'est une révolution extrêmement violente et importante qui a nécessité l'utilisation d'une violence absolument colossale de la part des dominants. Donc on passe à un habitat rural regroupé en village et un système de pleine propriété privée sans aucune contrainte collective. Voilà, donc la première vague d'enclosure a lieu au XVIe siècle. C'est une vague probablement la plus violente, celle où la force a été utilisée la violence a été utilisée de façon systématique. Et je voudrais vous lire simplement un texte qui est très connu, qui est un texte de Thomas More dans l'Utopie, et qui décrit les conséquences de ces enclosures sur le niveau de vie des populations rurales. Alors, ces enclosures vont permettre de remplacer les terres qui étaient donc appropriées, qui servaient à produire des céréales, par des terres qui vont produire de la laine, parce que la demande de laine à la suite des grandes découvertes en Espagne, etc. Bon, les grandes découvertes provoquent une très très forte demande de laine. Cette laine est vendue très très cher, donc tous les gens qui ont la possibilité de spéculer, de récupérer des terres, même par la force, vont essayer de le faire pour produire de la laine. Voilà. Parce que c'est rentable. Alors voici ce que dit Thomas More. Il dit « Vos brebis, d'ordinaire si douces, et se nourrissant de si peu, deviennent, dit-on, si indoctables et si voraces, qu'elles dévorent les hommes eux-mêmes, qu'elles dépeuplent et dévastent les champs, les maisons et les villes. Car si quelqu'une des parties du royaume produit une laine plus fine, partant plus précieuse, on y voit aussitôt les nobles, grands et petits, et même de saints abbés,
supprimer les terres labourées, faire partout des enclos pour l'élevage, démolir les maisons. Et les brebis viennent paître dans les églises restées debout. Pour qu'un seul homme puisse satisfaire son avidité insatiable, véritable fléau pour le pays, pour qu'il puisse réunir des terres en un domaine et entourer d'une haie plusieurs arpents, les villageois sont chassés de leurs champs, dépouillés par la fraude ou la violence, ou bien, là des vexations qu'ils ont à subir, ils se résignent à vendre leurs biens. Voilà, c'est 1516, ce texte, qui vous explique d'ailleurs comment la mondialisation déjà commence à se mettre en route de façon violente. Déjà, voici. Donc les moutons d'expression, les moutons dévorent les hommes, parce que tout simplement les prix de la laine ont augmenté et que les propriétaires, les seigneurs, tous ceux qui ont un brin de pouvoir vont essayer de récupérer un maximum de terres et d'expulser tous ces manants qui occupent les terres, et donc ils ont tous les moyens de violence pour y parvenir. Alors la deuxième grande vague, ensuite ça va se calmer, si vous voulez, au XVIIe siècle, mais la dernière et grande vague d'enclosure aura lieu au XVIIIe siècle et elle s'achève au début du XIXe siècle. Elle va se faire de façon différente, que la première fois c'était plus par la violence et par la loi. Elle va se faire essentiellement par la loi, c'est-à-dire qu'on va assister à des parlements qui va voter des lois d'enclosure dans les différentes parties de l'Angleterre par des milliers d'actes votés, des milliers d'actes d'enclosure votés, littéralement des milliers, si vous voulez. Et donc c'est comme ça que va se faire poursuivre cette expropriation générale qui va créer les conditions de l'industrie moderne, c'est-à-dire créer le prolétariat, hein, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus aucun moyen de vivre que de vendre leur force de travail aux industries qui commencent à se mettre en place un peu partout. Et donc, ce qui permet donc à l'historien, le grand historien anglais qui s'appelle Eric Thompson, de conclure, de dire « Ces enclosures sont un exemple évident de brigandage de classe accompli selon les règles du droit de propriété établi par un parlement de propriétaires et de juristes. » Alors je crois que sous nos yeux, nous sommes en train d'assister, sans nous en rendre compte, à ce même brigandage de classe, mais qui se poursuit selon les règles de droit établies par les multinationales et ratifiées par les parlements, les États et les institutions internationales. Je vais traiter, là, ce soir, des enclosures de ce bien commun qui est fondateur, quelque part, de notre humanité moderne, c'est-à-dire le vivant, et je vais en traiter en particulier dans l'agriculture. Alors quel est le problème qui se pose dans l'agriculture et pourquoi on peut parler de brigandage? Parce que le but, si vous voulez, c'est d'en finir avec ce qui est vraiment fondateur, encore une fois, de notre humanité moderne, qui est le fait de ce fondateur de l'agriculture, le fait de semer grain récolté. Semer grain récolté, pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'évidemment, il faut, si vous voulez créer un droit de propriété, il faut en finir avec cette reproduction gratuite des êtres vivants. Il faut séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui est tout à fait inouï dans l'histoire de l'humanité. Il faut séparer ce que le vivant confond complètement. La production et la reproduction. Dans le vivant, vous pouvez produire sans en même temps reproduire, qu'il s'agisse de plantes ou d'animaux, ou d'humains, c'est pareil. Donc, il faut, vous voyez, c'est un projet littéralement fou d'en finir avec cette propriété fondamentale du monde vivant, se reproduire gratuitement. Donc, tout au long du XIXe siècle, en plus, alors ce qui va être moteur derrière tout ça, c'est que tout au long du XIXe siècle, on va se rendre compte que les plantes, les animaux, peuvent être des sources absolument considérables de profit privé. Alors, ça commence bien sûr avec les animaux. C'est une longue histoire, si vous voulez, que je peux essayer de résumer en quelques mots. Ça commence avec la question de l'hérédité, d'abord. La question de l'hérédité,
c'est une question qui se pose uniquement en termes sociaux jusqu'au début du XIXe siècle. C'est-à-dire que l'hérédité, c'est en fait les règles de transmission du pouvoir et de la richesse parmi les aristocrates. Et la règle, c'est que à partir du moment où vous appartenez à une lignée fondée par un lointain ancêtre, que vous avez du sang bleu, et bien à ce moment-là, vous avez tous les privilèges qui correspondent à votre classe. Même si vous êtes absolument nul, peu importe. D'ailleurs, on voit bien en Angleterre, si vous voulez, que cette aristocratie n'est pas un exemple, disons, très net de supériorité morale ou intellectuelle. Bon. Ça intéresse beaucoup aux chevaux. Bon. Donc ça commence en fait avec les chevaux de course, justement. Et les chevaux de course, l'aristocratie va faire venir, au XVIIIe siècle, va faire venir à des prix considérables des étalons arabes et va mélanger ça avec des juments anglaises, et ça va donner la race du pur sang anglais. Et en même temps, si vous voulez, ils vont se réserver cette race du pur sang, ils ne pourront faire partie de la race du pur sang anglais que les chevaux dont on peut faire remonter l'ascendance à un fondateur, un étalon fondateur qui a été introduit à telle et telle période. C'est-à-dire que là, vous avez fermé, vous avez un pédigré, vous avez le pédigré, et vous fermez, comme vous avez le Bird Book, ce qu'on appelle, ou le livre des origines, et un cheval qui appartient, qui est noble, qui appartient à la caste, aura toujours un prix supérieur à un cheval roturier. Bon. Même si ce cheval noble n'est pas capable de foutre un pied devant l'autre, c'est des chevaux de course dont je parle. Peu importe. Peu après, ce même système est adopté pour les animaux de ferme. Donc là, ça va durer tout le long du XIXe siècle. Et ce qui est assez marrant, c'est que ce système de sélection, si vous voulez encore sélection sur ascendance, petit à petit, le monde bourgeois, c'est-à-dire le monde de l'argent, va se rendre compte que ce système de sélection sur ascendance, ça donne absolument aucun résultat. Puisque qu'est-ce que vous faites? Vous battez régulièrement, complètement, chaque fois, vous battez le même jeu de gènes, et pour les chances qui apparaissent, un individu exceptionnel avec le même jeu de gènes sont absolument nulles. Elles sont c'est très rare. Bon, tant qu'il s'agit d'animaux de course, finalement, peu importe. Quand il s'agit d'animaux de ferme, si vous voulez, là où il faut produire malgré tout, là, ça devient problématique. Donc à la fin du XIXe siècle, le monde de l'argent, la bourgeoisie, va se révolter contre ce système de sélection aristocratique et va remplacer le système aristocratique de sélection par le système de sélection sur ascendance, par un système de sélection sur descendance, où la valeur d'un reproducteur va être établie en étudiant la valeur de sa descendance. Donc si vous avez un taureau dont la descendance va produire beaucoup de lait, par exemple, ou des vaches laitières extrêmement productives, eh bien ce taureau sera sélectionné comme reproducteur. Donc vous voyez bien cette différence qu'il y a, je trouve que c'est assez intéressant de contraster au fond cet aspect. Alors j'avais écrit un article que j'aime bien, que vous pouvez trouver sur internet, qui est assez marrant, qui s'appelle Sélection aristocratique et sélection bourgeoise de la lutte des classes dans les pratiques de sélection, où je décris en détail, si vous voulez, ce qui s'est passé. Donc, grâce à cette question de l'hérédité va se biologiser tout au long du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser non plus à l'hérédité sociale, on va se rendre compte que l'hérédité, il y a un phénomène biologique derrière, et ça c'est le résultat des travaux des sélectionneurs, aussi bien de pigeons, Darwin s'en est beaucoup occupé, que des sélectionneurs animaux. Bon. Donc, la conscience de l'importance économique de l'hérédité grandit, et au fur et à mesure que les sélectionneurs s'aperçoivent qu'il est possible de la modifier et d'en tirer profit. Alors je pourrais donner quand même un ou deux exemples assez intéressants. À la fin du XIXe siècle, il y a un Canadien, un agronome canadien qui s'appelle Charles Saunders, qui va mettre au point un blé qu'on appelle le blé marquis. Ce blé marquis va permettre de mettre en culture toute la plaine nord du Canada, nord-ouest du Canada, et le nord des États-Unis, nord-ouest des États-Unis, les États de Washington, tous ces États-là, North Dakota, Dakota du Nord, Dakota du Sud.
La culture du blé marchait mal dans ces zones-là parce que les blés étaient attaqués par des rouilles et d'autre part, la saison de croissance, la saison était extrêmement limitée. C'était des blés, ils devaient faire leur cycle de végétation en 3 mois, entre les dernières gelées du printemps et les premières gelées de l'automne. Donc Saunders réussit à sélectionner ce blé marquis qui est à la fois résistante aux maladies, en particulier la rouille, et qui, disons, est résistant et qui a une vitesse de croissance qui le fait échapper au gel de printemps, qui le permet de profiter du cycle de végétation pendant lequel il n'y a pas de gel. Et ça permet d'étendre la culture du blé au Canada, dans le Canada et dans le nord des États-Unis, dans de bonnes conditions. Donc vous voyez que là, la sélection, elle a un pouvoir littéralement surnaturel, puisque simplement des terres qu'on ne pouvait pas utiliser vont pouvoir être utilisées, et de fait le Canada va devenir, et le nord des États-Unis vont devenir des greniers à blé. Alors évidemment, si vous voulez, les sélectionneurs à l'époque se rendent bien compte que c'est quand même vraiment dommage. Si seulement on avait pu breveter ce blé marquis, mais quelle fortune incroyable, je veux dire, on serait résulté pour Charles Saunders ou pour d'autres gens. Donc voilà, donc le problème se pose dans toute son ampleur là. Or, si vous voulez, le problème du vivant, c'est le problème en effet que les êtres vivants, ils ont cette fâcheuse habitude de se reproduire et de se multiplier gratuitement. Problème. Alors, avant d'attaquer donc le vif du sujet, je voudrais essayer quand même de clarifier un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments de vocabulaire. Parce que le vocabulaire qui est utilisé est un vocabulaire qui est volontairement trompeur. Je dois dire que mes chers collègues se sont vraiment déchaînés pour réussir à cacher la vérité et la réalité. On a un vocabulaire à la Orwell tout au long de cette histoire de génétique agricole. Alors, d'abord, clarifier qu'est-ce que c'est qu'une semence. Alors, je vous signale que j'ai été obligé, devant 600 personnes, d'expliquer au directeur des productions végétales de l'INRA ce qu'était une semence. Parce qu'il m'avait critiqué de façon absurde, et donc j'ai été obligé de lui dire, écoutez, voilà, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une semence. Alors, une semence a 2 dimensions. Bien voir. Et vous avez une dimension matérielle, le grain, physique, si vous voulez. Et vous avez une dimension immatérielle, qui est la capacité à produire dans un milieu donné. Lorsqu'on a le fait variétal, on peut appeler de fait génétique. Maintenant, l'hérédité, maintenant on appelle ça la génétique. Donc vous avez ces 2 éléments. Alors, je vais parler d'abord de la capacité à produire. Non, je vais commencer par la capacité physique à produire. Pour faire du grain récolté une semence, il y a une série d'opérations qu'il faut faire. Semence de qualité. Il faut évidemment récolter le grain, il faut le sécher, il faut le trier, le calibrer, le traiter éventuellement, l'ensacher et le stocker. Tout ça, c'est absolument nécessaire pour avoir du grain de qualité. Il faut en plus, on ajoute très souvent, qu'il faut vérifier la capacité, la faculté germinative du grain que vous avez récolté. Il y a des années, par exemple en France, il y a quelques années où il y avait eu un été extrêmement pluvieux, si vous voulez, où d'ailleurs les grains de blé avaient commencé à germer sur l'épi lui-même, où la qualité germinative était tout à fait insuffisante des blés. C'est-à-dire que si vos grains de semences, vos semences germent mal, votre population, c'est dont va dépendre votre production, votre population sera insuffisante. Donc il y a un problème important, le problème de la qualité physique des semences. Or, c'est une opération qui n'est pas très rentable, qui est très peu rentable, parce que cette opération de préparation des semences, toutes ces opérations de calibrage, etc., elles peuvent être faites de façon industrielle, avec des équipements efficaces, etc., ou elles peuvent être faites de façon beaucoup plus artisanale,
par le paysan dans sa ferme, par l'agriculteur dans sa ferme. Essentiellement, si vous voulez, ce qu'il faut simplement, c'est une trieuse. C'est vraiment pouvoir séparer le grain de semence, enlever les grains trop petits, enlever les graines de mauvaises herbes, évidemment, éviter de ressemer des mauvaises herbes, avoir des choses propres, essayer d'avoir des grains qui en sont bien gonflés, si vous voulez, qui auront une bonne faculté germinative. C'est tout ça qu'il faut faire, c'est tout ça qu'il faut vérifier. Mais il n'y a pas beaucoup d'économie à le faire industriellement par rapport à le faire sur les fermes elles-mêmes. Ce qui fait qu'il y a peu de profit à faire là-dedans, mais c'est une opération, malgré tout, qui reste tout à fait indispensable. Alors, au cours des 20 ou 30, 40 dernières années, toutes ces opérations de transformation des semences récoltées, du grain récolté en grain de semences, pouvaient être faites par ce qu'on appelait des établissements, par des trieurs à façon. Il s'agit de gens qui circulent de ferme en ferme, avec tout l'équipement nécessaire, y compris pour mettre les pesticides dans le grain, dans sa chaîne, etc., qui vont de ferme en ferme pour faire cette opération. C'est une opération qui, le faire par ces petits entrepreneurs ruraux, a vraiment un grand sens sur le plan écologique. Pourquoi? Parce que dans le cas du blé, le blé est semé à raison d'un quintal et demi par hectare. Si vous avez 100 quintaux, ça fait quand même 15 tonnes. Bon. Donc, plutôt que trimballer les 15 tonnes pour faire trier avec pâte à Schnock, etc., il vaut mieux qu'un type vienne chez vous avec l'équipement, vous fasse l'opération, si vous voulez, et c'est une opération qui est peu coûteuse. Bon, c'était fait par voilà, il faut bien comprendre ce que c'est que ces trieurs à façon. Donc voilà, ça c'est un élément, avoir des semences de bonne qualité pour pouvoir avoir un peuplement suffisant. Alors maintenant, on peut se tourner de l'autre côté, si vous voulez, du côté capacité génétique à produire, capacité héréditaire à produire. Alors là, il faut comprendre une chose, c'est que quand vous avez un champ devant vous, quel que soit ce champ, quand vous prélevez vos semences, vous faites vos semences à partir du grain que vous avez récolté dans ce champ, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet organisme vivant qu'est le champ, il transmet ses caractères à la génération suivante. Si vous faites l'opération au hasard, je prends au hasard un certain nombre d'épis de blé, je vais m'en servir comme semence. La capacité, si je fais cette opération au hasard, j'expliquerai pourquoi on ne la fait pas au hasard, la capacité de production de vos semences restera la même que ce que vous avez eu à la génération précédente. Est-ce que ça c'est à peu près clair, ça? Prenez un autre exemple, c'est, je ne sais pas moi, si vous prenez une population de chats dans des immeubles, bon, ces chats se reproduisent, disons comme ils peuvent, hein, au hasard, etc. Bon, d'une génération à la suivante, si vous voulez, les caractéristiques de la population ne vont pas changer. Elles vont changer si vous introduisez des chats de l'extérieur, il y a tout un certain nombre de conditions. Mais là, si vous voulez, un organisme vivant qui est un champ de blé, d'orge, d'avoine, de tout ce que vous voulez, quand vous prélevez, donc vous faites vos semences à partir de ce champ, eh bien, les capacités productives vont être transmises à la génération suivante. Surtout si vous faites, j'ai dit, au ça, bon, tout un peu ce que vous faites au hasard. Ben, alors, vous avez, à cet égard, deux cas de figures possibles. Ça devient un peu plus compliqué, là, maintenant. C'est soit vous avez des plantes qui conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante. C'est le cas du blé, c'est le cas des plantes qu'on appelle en général autogrammes, le blé, l'orge, l'avoine, le soja, enfin bon, etc. Il y a toute une grande majorité de plantes qui sont de ce type. Elles conservent leur caractère, je ne rentre pas dans les détails génétiques des raisons pour lesquelles elles conservent leur caractère d'une génération à la suivante, mais toujours est-il que là, si vous voulez, de toute évidence, quand vous commencez à choisir vos grains, à prendre au hasard vos semences pour l'année suivante, ben vous allez prendre au hasard des plantes qui vont conserver leur caractère individuel. Donc vous aurez un échantillon de plantes qui sera absolument ressemblant à plantes que vous avez plantées la génération précédente, et ce que vous avez planté gardera ses caractéristiques productives. Elles resteront identiques. Alors vous avez un deuxième cas de figure qui est un petit peu plus compliqué, c'est le cas de plantes qui, comme le maïs, ne conservent pas leur caractère individuel d'une génération à la suivante. Alors ça, c'est parce que le maïs, vous l'avez sans doute observé,
il y a des fleurs mâles au sommet de la tige et des fleurs femelles qui sont sur la tige. Et le maïs, le pollen du maïs est transporté par le vent et les insectes sur les plantes aux alentours, et parfois très loin, jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Donc vous avez, le maïs c'est comme un mammifère, c'est comme les humains, et chaque plante de maïs a un papa et une maman différente. Bon, on connaît la maman, on ne connaît pas le papa. Mais bon, c'est exactement comme les mammifères. Et de la même façon que pour les mammifères, si vous avez des enfants, les enfants sont ni exactement pareils que le papa, ni exactement pareils que la maman. C'est quelque chose qui est intermédiaire. Donc, si vous avez le caractère de la plante de maïs au départ ne se conservera pas dans la génération suivante. Mais ça, finalement, c'est vrai à la plante individuelle, mais à l'échelle collective, c'est faux. Si vous voulez. Le champ de maïs, à partir du moment où je prélève mes graines de maïs, mes graines de semences au hasard, eh bien, ce champ de maïs va transmettre à sa descendance ses capacités productives. Donc, il faut envisager un champ de blé d'orge d'avoine comme un organisme, si vous voulez, qui est capable de transmettre ses capacités productives, ses capacités héréditaires d'une génération à la suivante. Alors, je vous ai dit une chose qui est totalement fausse. Si vous faites ces prélèvements pour vos semences au hasard, mais aucun paysan ne va faire ces prélèvements, va faire ses semences au hasard. Il va choisir les épis les meilleurs, les plus gros, les mieux garnis, ayant les plus lourds, ayant des grains bien formés, etc., etc. Et là, ça me permet d'introduire un autre concept, un nouveau concept, qui est celui de sélection. Il y a une sélection qui va se produire, cette sélection, c'est une sélection massale. C'est une sélection qui est en masse, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas la plante individuelle, vous êtes en train de choisir, vous choisissez vos plantes en fonction d'un certain nombre de critères qui sont les vôtres, et avec ces plantes-là que vous avez choisies, vous allez faire la génération suivante. C'est-à-dire que progressivement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que progressivement, les agriculteurs, au fil du temps, depuis le début de la domestication des plantes et des animaux, ont commencé à, disons, rechercher des critères qui étaient satisfaisants pour eux. Alors, il y a un critère qui est fondamental, qui a été sélectionné très tôt, et ça, les archéologues qui étudient ça le voient très très bien dans les débris de grains qu'ils ont pu retrouver, calcinés qu'ils ont pu retrouver. Un caractère très important, c'est en finir avec les mécanismes de dispersion des graines. Parce que toutes les plantes ont normalement des mécanismes de dispersion des graines. Parce que c'est une question de survie. Il faut qu'elles puissent balancer leurs graines à l'extérieur pour qu'elles puissent continuer à survivre, trouver d'autres conditions. C'est pas par hasard que les pissenlits, par exemple, quand vous soufflez, si vous voulez, cette fleur de pissenlit, il y a la graine qui est accrochée, ben justement c'est un mécanisme de dispersion des graines. De la même façon, les maïs, avant la domestication, qui en a été faite, les maïs il y a 6 000 ou 10 000 ans, c'était des plantes de maïs qui étaient nues. Les épis étaient nus. Parce que là aussi, il y avait un mécanisme de dispersion des graines qui se faisait facilement. Alors que nos maïs modernes, si vous les avez observés, les épis sont vêtus. Il y a des spats tout autour, et ces spats empêchent la dispersion des graines. Donc ça, ce sont des résultats de ce processus de domestication. Essayez d'éviter au maximum la dispersion des graines, parce que si les graines se dispersent, vous n'allez pas pouvoir les récolter. C'est aussi bête que ça. Et bien ça s'est fait, ça a pris 2 millénaires ou 3 millénaires, mais les archéologues observent ça très bien, si vous voulez, sur les restes qu'on a pu retrouver, cette domestication progressive des plantes. Voilà. Alors, ce que je suis en train de vous dire, finalement, si vous voulez, c'est que un champ de maïs, alors qu'est-ce qui se passe dans ces phénomènes de sélection, aussi bien du maïs que pour le blé, c'est que vous avez une conservation d'une génération suivante de ce qu'on appelle les fréquences génétiques. Sauf que, bien sûr, vous les améliorez en fonction de ce que vous avez, ce que vous recherchez. Alors, le problème de tout ça, c'est que, bien entendu, je vous ai dit, les champs, les plantes, et d'ailleurs les animaux, c'est pareil, transmettent leur caractère gratuitement. Ils se reproduisent, se multiplient gratuitement.
Donc il faut absolument éviter ça. Et comme je vous l'ai dit, au début du XIXe siècle, c'est évident que l'hérédité peut être une source absolument considérable de profit. Alors, je vais vous donner ça, citer un exemple simplement dans l'Association américaine des sélectionneurs en 1905, par exemple, prend le cas, étudie donne le cas d'un sélectionneur qui s'appelle Ephraim Boole. Alors, cet Ephraim Boole, il a sélectionné une variété de raisins qui s'appelle le raisin de Concorde, qui est toujours publié d'ailleurs, qui est toujours, cultivé. Donc, c'est cultivé dans sur des milliers d'hectares que l'on trouve à peu près partout, dit l'American Breeders Magazine. Il a créé de la richesse, du luxe, des rafraîchissements et de l'alimentation pour des millions de personnes. Son travail est aujourd'hui aussi précisément valable que le premier jour lorsqu'il a donné au monde, la même valeur que ce qu'il avait le premier jour lorsqu'il a inventé, lorsqu'il a trouvé cette variété de blé. La première vigne qui continue à prospérer jusqu'à ce jour à Concord dans le Massachusetts, a multiplié sa puissance d'avoir des milliers, des têtes, des millions et des millions de fois, hein, et sans perdre aucune de ses qualités. Et Ephraim Boole est mort dans la pauvreté, ça se situe en 1895, dans la pauvreté à l'âge de 89 ans, et les passants sont informés par l'épitaphe sur leur... je traduis de l'anglais là. Sur la pierre tombale, qu'il a semé d'autres récoltères. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Bon. Voilà, donc c'est vous dire simplement que cette question-là devient absolument centrale à la fin du XIXe siècle. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la période récente, comment notre société a réussi à donc se débarrasser de cette propriété malheureuse des êtres vivants de se reproduire, de se multiplier gratuitement. Comme je vous l'ai dit, dans le cas de l'agriculture, dans le cas des plantes, il faut absolument séparer la production de la reproduction. C'est-à-dire séparer ce qui est absolument lié. Alors comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça par toute une série de moyens. Et Dieu sait que l'inventivité du capital, on peut dire, à cet égard a été absolument colossale. Alors, il y a des moyens légaux. Alors, je vais commencer par parler de ça. Moyen légal par excellence, ce serait de faire un brevet. Seulement, évidemment, si vous voulez, on est encore jusqu'aux années récentes, il y a 30 ans, 40 ans, le brevet, il n'en est pas question. Pas question, parce que comment voulez-vous empêcher l'agriculteur de semer les grains récoltés? Comment voulez-vous lui dire, monsieur, vous n'allez plus semer le grain que vous allez récolter, hein, parce que maintenant, ce grain est breveté. C'est impossible. C'est impossible dans une société dans laquelle les agriculteurs les paysans sont largement majoritaires, dans laquelle les entreprises semencières sont minuscules, hein, et dans une société dans laquelle le vivant est du domaine du sacré. Pas question. Donc là, les sélectionneurs, pourtant au XIXe siècle, commencent à demander, à réclamer le brevet aux autorités. Donc les autorités sont quand même bien embarrassées pour répondre, et finalement elles vont prendre prétexte d'un truc très simple, qui est de dire, mais oui, mais le problème du droit de brevet, c'est qu'il ne peut pas marcher pour les plantes, pour les êtres vivants, pour la raison suivante, c'est que quelle que soit la façon dont vous allez décrire l'obtention d'une variété nouvelle, l'obtention d'une plante nouvelle, on verra après cette notion de variété, disons deux sélectionneurs faisant
les mêmes travaux, avec quel que soit le détail de la description des travaux qui conduisent à inventer, à trouver une plante, une nouvelle variété, quels que soient ces détails, eh bien, deux sélectionneurs n'arriveront jamais au même résultat. Or, une des conditions légales pour donner un brevet d'invention, c'est que les étapes de l'invention soient décrites de façon suffisamment claire et précise pour que toute personne versée dans l'art de cette invention puisse la reproduire. Bon, alors là, si vous voulez, à l'époque, il n'était pas question que les pouvoirs politiques prennent le risque de se faire accueillir par des fourches dans les fermes si jamais ils déclaraient qu'il y avait un brevet. Donc, ils bottent en touche en disant ben, vous voyez, le brevet d'invention, malheureusement, etc. Bon, évidemment, le truc assez marrant dans tout ça, c'est que dans le cas des plantes comme le blé ou l'orge d'avoine, entre le blé et l'orge d'avoine, pour reproduire l'invention, on y viendra, il suffit d'arsemer. Et ça, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est une première méthode. Une première méthode. Le brevet est exclu. Alors maintenant, la situation, évidemment, a complètement changé, puisque les agriculteurs sont devenus hyper minoritaires dans la société. Ils sont 2% peut-être de la population, même pas 3%. Et encore, la plupart, la moitié, je crois, vont partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc c'est vraiment une hyper minorité. D'autre part, les entreprises semencières sont devenues les grandes multinationales. C'est-à-dire que maintenant, vous avez une consolidation au cours des 30 dernières années du secteur des semences, c'est-à-dire le secteur de la vie, entre les mains des producteurs de pesticides et des producteurs de morts. Bon, c'est aussi simple que ça. Hein. Je ne caricature pas. C'est des marchands de morts qui ont pris le contrôle de la vie. Bon. Les Monsanto, Dow Chemical, Syngenta, et tant d'autres. Donc, et c'est des gens qui disposent de relais colossaux, aussi bien auprès des institutions internationales que des gouvernements. Il n'y a qu'à voir comment le gouvernement français, par exemple, ne cesse de repousser le jour où il va interdire le glyphosate, hein, qui est un produit cancérigène, à peu près, de façon à peu près certaine, probable en tout cas d'après l'OMS. Mais bon, donc les lobbies agissent. Donc il y a plusieurs. Et dernier point, c'est qu'en effet, le vivant lui-même maintenant, si vous voulez, a perdu tout caractère sacré puisqu'il a été réduit, j'emploie ce terme-là, le terme de réduction, il a été réduit à des filaments blanchâtres que vous allez trouver dans un tube à essai, sur lequel vous travaillez. Donc il n'y a plus rien de sacré dedans. Il y a une laïcisation, ça devient quelque chose de profane. Quoi. Alors, donc voilà, donc le brevet devient maintenant possible et on s'est engagé dans cette voie du brevet, évidemment comme d'habitude, à partir d'une décision de la Cour suprême américaine en 1980, qui 5 voix contre 4, dont il y a des juges peu âgés qui devaient dormir, si vous voulez, qui a laissé passer ça. Enfin, donc c'est le fameux arrêt dit Chakrabarty, qui c'était à propos du brevet sur une bactérie, un être vivant, qui était simplement une bactérie qui avait été reprogrammée pour dégrader des nappes de pétrole qui s'échappaient de pétroliers. Voilà. Et en fait, si vous voulez, c'est un tournant considérable puisque c'est la fin de la jurisprudence constante à travers le monde entier qui était « puisque c'est vivant, ce n'est pas brevetable ». Là, c'est vivant, ça devient brevetable. La brèche est ouverte, ça va être un raz-de-marée. En 1985, la première animal est breveté, en fait, etc. Tout va devenir breveté. Tout va devenir brevetable. Alors, en Europe, je vais vous lire le texte de la directive européenne 98-44. Alors, cette directive européenne, évidemment, elle commence par Cette directive européenne, elle commence évidemment par
une description de tous les bienfaits, si vous voulez, que les biotechnologies vont nous apporter. Cette directive européenne s'appelle brevetabilité des inventions, des innovations biotechnologiques. Alors, il y a un potentiel considérable, blablabla, pour l'environnement, l'utilité de ces technologies pour le développement de méthodes moins polluantes, plus économes. Enfin, vous pouvez continuer à réciter la chanson, si vous voulez. Donc, il faut un brevet, si vous voulez. Alors, ça permettra aussi de lutter contre les épidémies et les grandes endémies, développement industriel de la communauté, enfin, bref, voilà. Alors, voici les articles. Alors, tenez-vous bien, accrochez-vous. Hein. Vous allez voir qu'on travaille bien à la Commission européenne. Alors, article 4. Ne sont pas brevetables les variétés végétales et les races animales. Bien ça. Hein. Et de même que ne sont pas brevetables les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. Ah, vous êtes rassurés. Ensuite, le linéa suivant, numéro 2, dit « Les inventions portant sur les végétaux ou des animaux dont l'application n'est pas techniquement limitée à une variété végétale ou à une race animale sont brevetables. » Ça veut dire que l'alinéa 2 ruine l'alinéa 1. C'est tout simplement ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il suffit que vous ayez introduit un gène par un moyen technique quelconque dans une plante qui en contient 40 000 ou 50 000 pour pouvoir déclarer que cette plante est maintenant brevetable. De toute façon, vous pouvez aussi appliquer cette même technique à une autre espèce, donc par conséquent, tout devient brevetable. Vous voyez donc la façon dont les lobbies fonctionnent à Bruxelles. Alors, l'alinéa, l'article 5, il est vraiment aussi, il vaut son pesant de cacahuètes, cette directive. Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ces éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Vous êtes rassurés, là, mais il y a mon téléphone mobile qui m'annonce qu'il faut... C'est la fin de la conférence. Je dois prendre des médicaments, si vous voulez, donc je mets ça pour m'en souvenir, parce que comme je suis plus de première fraîcheur, comme vous avez pu le noter. Alors, vous avez eu l'alinéa 1, hein, sur le corps humain qui n'est pas brevetable. Donc, pas brevetable. Voilà. Alors, ensuite, vous avez... Non, ça va aller. Vous avez l'alinéa 2. Bien sûr, il faut y aller jusqu'au bout. Hein. Alors, un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique. Alors, entre parenthèses, le Conseil d'État avait mis dans les procédés techniques le fait d'utiliser une aiguille pour faire un prélèvement de sang. Et oui, un procédé technique, c'est un procédé technique, se faire une petite piqûre. Hein. Bon. Y compris la séquence, donc, ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène. C'est des choses qui existent par ailleurs. Peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gènes, tous les gènes deviennent brevetables, puisque vous avez utilisé un procédé technique qui consiste à vous piquer pour avoir un peu d'ADN, par exemple. C'est-à-dire que ici, vous avez une opération qui est absolument magnifique, si je puis dire, c'est que la clause, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel, elle abolit complètement la distinction fondamentale entre brevet, entre invention et découverte. Découverte, vous découvrez quelque chose, vous ne l'avez pas inventé, même si la feuille de travail est considérable. Une invention, c'est un processus créateur de la part de l'inventeur. C'est un processus créateur de la part de l'inventeur. Là, il s'agit d'une découverte, il n'y a aucun procédé, il n'y a aucune procédure d'invention. Vous voyez ? Donc vous supprimez ce qui est une distinction fondamentale du droit de brevet avec ce genre de procédé. Alors ça, vous pouvez être sûr que ça a été rédigé
par les lobbyistes des multinationales qui ont filé la copie clé en main, tout prêt en main, à la commission qui l'a entériné. Alors, peut-être je voudrais vous dire une chose, alors je pourrais raconter d'autres choses là-dessus, mais ce que je voulais vous dire, c'est les procédés absolument ignobles qui ont été employés par les entreprises des sciences de la vie, des sciences de la mort, puisque c'est pour arriver à leur fin. En 1998, alors c'est pour aller rapidement, une première version de cette directive est présentée au Parlement européen en 1995, si je me souviens bien. Et le Parlement européen, voyant que c'est de la bouillie pour chat, littéralement, hein, la rejette. Alors là, les multinationales du secteur vont faire un lobbying intense et vont revenir avec une directive très légèrement corrigée en 1998. Mais là, elles vont le faire de façon très très astucieuse. Le jour où va être discutée cette brevetabilité des inventions biotechnologiques, les députés européens sont accueillis par une manifestation d'handicapés qui sur chaise roulante, qui sur table lorsqu'ils ont un peu ni bras ni jambes, qui sur etc. etc. Et qui ces handicapés ont été munis d'un t-shirt sur lequel était marqué des brevets pour la vie, Patents for Life. Vous voyez la pression qui est exercée par ces moyens-là. C'est-à-dire que vous avez ça s'est fait par ailleurs, par exemple, dans le cas du sida, si vous voulez, quand on a commencé à trouver que l'AZT était un médicament qui était relativement efficace, les multinationales qui avaient les brevets sur le sida ont agi par l'intermédiaire des malades du sida pour accélérer de façon extraordinaire la mise en marché, alors qu'il aurait fallu des essais beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'on a pris des risques considérables, si vous voulez, qu'il y a probablement un certain nombre de gens qui l'ont payé de leur vie, ça. Donc elles ont utilisé, bon, je dirais que quelque part, si vous voulez, le Téléthon, ça ressemble quand même pas mal à ce genre de manip. Donc voilà, pour vous dire. Alors ce qui est intéressant aussi de rappeler à propos de 98, ce passage devant cette directive a été adoptée, ce qui est pas mal de rappeler, c'est qu'à la même époque, en 98, donc 1998, ces mêmes multinationales des sciences de la vie étaient en train de faire un procès à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud avait osé, disons, importer des médicaments anti-sida non brevetés d'Inde, si vous voulez, pour soigner sa population. Donc elle faisait un procès à l'Afrique du Sud pour empêcher l'Afrique du Sud d'importer des médicaments anti-sida qui revenaient 100 fois moins cher que les médicaments que les multinationales voulaient bien vendre à l'Afrique du Sud. Quand je vous dis, l'expression qui est utilisée par, comment il s'appelle, notre ami, par Thomson, est tout à fait exacte. Hein, je ne sais plus c'est l'expression qu'il a utilisée, mais c'est vraiment bon, du vol. Il utilise l'expression rubrique, je traduis autrement. C'est un véritable hold-up qui est en train de se produire. Voilà, donc là, on a vu cette histoire du brevet. Le brevet, on est en plein dedans maintenant, ça avance à toute vitesse, et plus personne s'en plaint. Au début, on a commencé à... Si vous voulez, alors là aussi, c'est intéressant, c'est le Comité national d'éthique qui joue un rôle absolument scandaleux dans toute cette affaire. Le brevet du vivant a pu avancer relativement facilement à partir du moment où le Comité national d'éthique a déclaré que les gènes humains n'étaient pas brevetables, ne seraient pas brevetables. Là, tout le monde a été rassuré, si vous voulez. Bon, j'ai fait à l'époque un article dans Le Monde, petit article dans Le Monde, qui disait ben, c'est vraiment formidable, on est rassuré. On est rassuré. Simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'on a 99% de nos gènes en commun avec les chimpanzés. Donc les gènes humains sont aussi des gènes de chimpanzés, et les 1% qui manquent, on les trouve certainement ailleurs dans d'autres organismes vivants, qu'il s'agisse de virus, de bactéries, de vers de terre, de ce que vous pouvez imaginer. Autrement dit, la décision rassurante du Comité national d'éthique consistait à dire, à partir de maintenant, tout est brevetable. Il n'y a aucune limite au brevet. Dire on
on ne brevettera des gènes humains, c'est vraiment bon, de la poudre aux yeux qui a été balancée par ces messieurs. De toute façon, après, on a bien vu que ces comités d'éthique n'ont pas cessé, si vous voulez, de faire machine arrière et d'autoriser de plus en plus de choses. Maintenant, on en est à bricoler. Enfin, on en est, je crois, hier on me disait qu'ils sont en train maintenant de faire pousser des embryons jusqu'à un âge, des embryons génétiquement modifiés jusqu'à un âge assez avancé, et petit à petit, ils essaient de repousser la date à laquelle il faudra se débarrasser des embryons. Enfin, c'est bon. Enfin, voilà, on est... Bon. Alors, parmi les autres moyens de séparer la production de la reproduction, d'autres moyens qui sont moins efficaces que le brevet, vous avez le fait de, par exemple, la Commission européenne a décidé à un moment donné de verser les subventions agricoles, ce qu'on appelle les fameuses aides aux agriculteurs, seulement lorsqu'ils achètent des semences commerciales. Donc là, en effet, vous voyez, donc vous les tenez à la gorge. On vous verse les aides, et il faut utiliser les semences commerciales, cadeaux multinationales. Ça ne va pas faire. Et vous avez enfin, si vous voulez, d'autres voies d'attaque qui consistent, qui sont aussi bien d'ailleurs, qui sont aussi qui pourraient être assez efficaces, mais qui ne l'ont pas été, qui sont aux formes de pénaliser les agriculteurs qui sèmeraient le grain qu'ils ont récolté. C'est-à-dire de faire en sorte que le grain qu'ils récoltent soit de très mauvaise qualité physique. Alors, ça a été les décisions de Michel Rocard. Alors, ça c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est propre, je dis, c'est une spécialité. C'est une spécialité des ministres socialistes de l'agriculture. Michel Rocard, en 1995, va interdire le tri à façon. Je vous ai décrit tout à l'heure le fait que l'agriculteur pouvait faire venir une entreprise qui triait et qui lui permettait d'avoir des semences de bonne qualité. Autrement dit, en interdisant le tri à façon, Michel Rocard disait les agriculteurs, c'est bien pour l'agriculture française qui sème des semences de mauvaise qualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du caractère ahurissant de tout ça. Alors, en 1900, quelques années plus tard, 1999, c'est... comment il s'appelle? C'est toujours l'autre ministre de l'Agriculture, je ne me rappelle plus son nom. C'est pourtant un collègue de l'INA. C'est Henri Nallet. Henri Nallet propose d'interdire toute forme de tri à façon. Toutes les formes de tri à façon. Mais là, ça va provoquer un effet de retour, si vous voulez, assez violent, et des protestations, et dire non, 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 c'est pas possible. Donc ils vont être obligés de faire machine arrière sur ce point-là. Et ça va permettre la création de la conservation des semences paysannes, un mouvement, si vous voulez, qui se lutte pour que les agriculteurs puissent continuer à cette pratique, si vous voulez, qui était. Et le troisième point, c'est Jean Glavany, qui était ministre de l'Agriculture, je crois, en 2001, je m'imagine, oui, c'était à 2001. Et donc, Jean Glavany va littéralement surclasser ses prédécesseurs socialistes avec sa cotisation volontaire obligatoire. C'est-à-dire une taxe sur les semences de ferme non commerciales. On va taxer les semences de ferme. Hein, l'agriculteur qui n'achètera pas de semences commerciales sera taxé au profit des multinationales. Bon, écoutez, je vais arrêter là-dessus, si vous voulez, sur... C'est vraiment l'horreur pour le système dans lequel nous sommes, cette reproduction gratuite des êtres vivants. Non, je vais passer à autre chose, et je vous ai parlé des méthodes réglementaires, administratives, économiques, hein, pour obtenir enfin que l'agriculteur ne puisse plus semer le grain récolté, pour l'exproprier de ce droit absolument fondamental et fondateur, encore une fois, de notre humanité. Ce sont les techniques que j'appellerais les techniques donc scientifiques. Et là, bon, ce sera peut-être un petit peu... Je suis long, non ? Ouais, peut-être. Donc, je vais aller très vite. Là, c'est tous les systèmes qui vont empêcher, qui vont rendre plus ou moins stériles les semences que récolte l'agriculteur. Alors, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, vous avez les techniques dites Terminator, ce qui sont apparues en 1998, 99, oui c'est 98, 99. Ce sont des techniques de biologie moléculaire qui consistent à faire
fabriquer des plantes qui vont pousser normalement, ça va germer normalement, pousser normalement, mais au moment où la graine va se former, eh bien, la graine est programmée pour être stérile. C'est-à-dire que l'agriculteur va semer un grain. Si l'agriculteur veut semer un grain récolté, manque de chance, c'est stérile. Alors là, ça a donné lieu à un véritable scandale. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, à l'époque, on parlait que de ça. Et il y a eu un mouvement je peux dire, vraiment de répugnance dans le monde entier à l'égard de ces techniques. Comment est-ce qu'on peut, des êtres humains peuvent, disons, scientifiques en plus, peuvent faire des choses pareilles. Vouloir volontairement stériliser le vivant. Je veux dire, c'est... Et bon, ça a donné lieu à vraiment un mouvement considérable qui a retardé d'ailleurs, aux grandes dames des multinationales, ça c'est une erreur de casting, enfin une erreur de calendrier des Américains. C'était, il faut le dire, c'était donc le ministère américain de l'Agriculture qui était le co-dépositaire de ce brevet avec une firme privée. Cette technique de stérilisation des plantes. Et ils ne l'ont pas appelé évidemment Terminator. Terminator, c'est les opposants qui l'ont appelé comme ça. Ça s'appelait contrôle de l'expression des gènes. Vous voyez, et donc ils vont. Le scandale est tel que ça menace même l'avenir de la biologie moléculaire quelque part. Vous savez elle se développe à toute vitesse, cette idée qu'on peut coller le vivant dans tous les sens. Et la Fondation Rockefeller, qui est un peu au cœur de cette biologie moléculaire, qui l'a promue depuis les années 40. Enfin, donc la Fondation Rockefeller, c'est le président de la Fondation Rockefeller qui va lui-même téléphoner à Monsanto, qui avait racheté ce brevet immédiatement, qui va téléphoner à Monsanto pour leur dire bon, arrêtez les frais. Maintenant, vous êtes en train de menacer véritablement l'avenir de la biologie que nous avons prévu de mettre en place, que nous voulons mettre en place. Et donc le PDG de Monsanto à l'époque est obligé de faire machine arrière et d'énoncer qu'il renonce à Terminator. En réalité, il n'a jamais renoncé à Terminator, ils ont continué à développer la technique par différents moyens, différentes techniques. Alors vous avez une autre technique que Terminator, qui est la technique, l'innovation la plus éblouissante de l'agriculture, des sciences agricoles, des sciences agronomiques et génétiques au XXe siècle, c'est le fameux maïs hybride. Là, le maïs hybride, c'est là, si vous voulez, la façon de stériliser le vivant, mais de le faire au nom de la science. C'est-à-dire que toute l'affaire va être... Bon, le maïs hybride, ça commence en 1908-1909. Toute l'affaire va commencer à se faire, si vous voulez, en douce, en disant la science dit qu'il faut faire ceci et cela. Alors, pour vous expliquer très brièvement de quoi il s'agit, la technique qui est utilisée, qui est toujours utilisée maintenant, en plante, contrairement à ce que disent mes chers collègues, c'est une technique que j'appelle de l'isolement-clonage. C'est-à-dire que la technique moderne de sélection consiste à remplacer les variétés, les populations, par des copies de la meilleure des plantes que vous avez réussi à trouver au sein de ces populations. Je veux dire, c'est parfaitement logique. C'est logiquement imparable. Il y a toujours un gars à remplacer une variété de n'importe quoi par des copies du meilleur n'importe quoi que vous avez trouvé à l'intérieur de la variété. Et ça vaut aussi bien pour des pièges à souris. Vous avez une collection de pièges à souris. Si vous remplacez cette population de pièges à souris par la copie du meilleur piège à souris que vous avez, il y aura un gain. Bon, simplement, on est en biologie, et ce qui est logiquement imparable peut être en biologie biologiquement faux. Ce qui est le cas, puisqu'on s'est aperçu maintenant que la diversité est productive en soi. Donc, premier point, donc, cette technique de l'isolement. Cette technique de l'isolement est fondée sur le fait qu'au début du XIXe siècle, les gentilshommes agriculteurs anglais se rendent compte que les plantes de blé et d'avoine, les céréales qu'ils cultivent, conservent leur caractère individuel d'une génération à la suivante. Ce qui fait qu'en 1836, l'un d'entre eux va faire le raisonnement complet. Il dit, puisque nous avons des variétés de blé, variété, caractère de ce qui est varié, diversité.
Si je réussis à identifier dans mon champ de blé une plante supérieure, je vais pouvoir remplacer mon champ de blé par les copies de cette plante supérieure. Puisque cette plante, je le sais, elle se reproduit et se multiplie individuellement en conservant ses caractères individuels. Donc ce qui vous explique que si vous observez un champ de blé, d'orge, d'avoine, de n'importe quoi à l'heure actuelle, vous verrez que toutes les plantes sont les mêmes, il n'y en a pas une qui n'est pas sa voisine. C'est-à-dire que les variétés, maintenant, sont devenues des clones. D'où l'expression technique d'isolement clonage. Seulement, voilà. Ça, c'est très bien d'appliquer cette technique de l'isolement clonage aux plantes qui se reproduisent, se multiplient individuellement, en conservant leur caractère. Mais qu'en est-il du maïs? Et bien justement, pour le maïs, on va faire la même chose. Simplement, le maïs est naturel, je vous l'ai dit, il ne peut pas conserver ses caractères individuels. Donc vous allez vous démerder, et ça se base sur la base des lois de Mendel qui sont redécouvertes, comme on dit, en 1900. Vous allez vous débrouiller pour fabriquer des plantes de maïs qui sont individuellement reproductibles. Et à partir du moment où j'ai ces plantes de maïs individuellement reproductibles, je vais pouvoir remplacer la variété par la meilleure des plantes individuellement reproductibles, ce que j'ai pu identifier. Le seul problème avec cette technique, c'est qu'elle ne marche pas. Et elle ne peut pas marcher parce que vous êtes obligé, pour des raisons sur lesquelles je n'entre pas, vous êtes obligé de tirer en quelque sorte un échantillon de votre population de maïs, qui est constituée de plantes qui ne sont pas individuellement reproductibles. Vous êtes, par tout un tas de manips, vous allez retirer un échantillon de plantes individuellement reproductibles. Et vous allez choisir votre plante supérieure, pour remplacer la population de départ, au sein de cet échantillon. Or, les lois des nombres montrent que si vous avez un échantillon, de la même façon que vous ne pouvez pas transporter des passagers dans un train modèle réduit, vous pouvez transporter que des passagers eux-mêmes réduits, et bien là c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez espérer d'une telle technique, consistant à extraire un échantillon de plantes de maïs reproductibles d'une population de plantes de maïs non reproductibles, non individuellement reproductibles, vous ne pouvez le faire que par qu'en ayant un échantillon tout petit. Donc l'accroissement que vous pouvez obtenir est tout petit. Et deuxièmement, vous voyez bien qu'à partir du moment où vous avez compris qu'on utilise pour le maïs hybride la technique de l'isolement, tout le discours scientifique qui consiste à dire il y a un phénomène mystérieux qu'on n'a pas complètement encore expliqué, qui est le phénomène de l'hétérosis. Alors, il se dispute, il n'y a aucune définition précise de l'hétérosis, là aussi c'est le flou le plus complet qui règne, mais ça fait un siècle que ça dure. Donc, ils expliquent qu'il y a ce phénomène biologique qui oblige à faire des hybrides, c'est-à-dire à faire des plantes qui ne seront pas, à cultiver des clones de maïs faits de plantes qui ne conservent pas leur caractère. Donc vous avez créé en quelque sorte une forme de terminator ou une forme de brevet sur le vivant par des voies biologiques, par des voies génétiques. Bon, alors je vais m'arrêter là, parce que je pense que vous avez une idée assez précise de tous les moyens qui sont utilisés et de tous les mensonges. Parce que quand je vous dis que, là je suis en train d'écrire un article justement sur le fait que si on regarde avec les yeux scientifiques, la technique telle qu'elle est proposée et telle qu'elle a été développée à partir de 1908-1909 pour stériliser le maïs, vous vous apercevez d'une chose très simple, c'est que, en effet, premièrement, ce que disent les généticiens et sélectionneurs depuis un siècle qu'ils utilisent ce phénomène mystérieux de l'hétérosis, c'est faux. Ils n'utilisent pas ce phénomène mystérieux de l'hétérosis, puisque je vous ai expliqué qu'ils utilisent uniquement la variation naturelle qu'ils ont réussi à capturer dans l'échantillon de plantes de maïs reproductibles, extraits de la variété. C'est uniquement ça qu'ils ont réussi. C'est la variabilité naturelle. De la même façon, si vous voulez, que pour le blé, vous avez une population de blé, vous allez essayer de trouver la meilleure des plantes, vous utilisez la variabilité naturelle qu'il y a dans les champs de blé à l'état naturel. Les plantes sont différentes, c'est comme tous les êtres humains. Vous allez essayer de choisir la première, vous allez choisir la meilleure pour remplacer la variété. Donc vous utilisez la variation naturelle. Et pour le maïs, c'est exactement la même chose, sauf que cette variabilité naturelle, vous la captez uniquement à l'intérieur d'un échantillon tout petit de plantes, c'est-à-dire que vous en captez une toute petite fraction. Donc c'est un double mensonge. Ce double mensonge se poursuit depuis un siècle. Et là, j'ai eu des démêlés récents avec des
grande revue de génétique auquel j'avais envoyé l'article, c'est absolument ahurissant les réponses que j'ai eues. Les réponses que j'ai eues, c'est, ils ont dit, oui, la réponse elle consistait à dire essentiellement, ils n'ont pas remis en cause le fait qu'on utilisait la technique de l'isolement clonage. Ça, ils ne s'y attaquent pas, parce qu'ils savent que... Mais simplement, ils vont dire, ils mettent ça sous le tapis, on n'en parle pas, et on glisse en disant, ah oui, mais on a une explication de l'hétérosis. Et alors, j'ai fait appel en disant, écoutez, vous racontez n'importe quoi. Je vous ai établi qu'on utilisait une technique de l'isolement clonage qui tire parti de la variabilité naturelle des populations, ou au sein de l'échantillon de population, et vous venez me dire que vous utilisez l'hétérosis. Mais c'est pas vrai. Et ça, vous ne l'avez pas remis en cause, ce que je vous ai dit. Vous voyez? Donc j'ai fait appel, et là j'ai eu la réponse exacte, si vous voulez, ils m'ont dit ça n'intéressera pas le lectorat de Genetics, de la revue. Mais ce qui est normal, je comprends très bien, c'est vrai que le lectorat de Genetics ne sera pas intéressé d'apprendre comment les généticiens se sont plantés au service du capital depuis un siècle. Vous voyez, donc c'est assez extraordinaire. J'ai fait une expérience, on peut dire, d'histoire des sciences in vivo, hein, et je continue à la faire. Et c'était assez amusant d'avoir les réponses de ces gens-là. Bon voilà, je pense que je suis resté peut-être un peu trop longtemps. Non, c'est bien. Je vous ennuie. Comment on peut arrêter cette escroquerie? Bah, D'abord, je crois que la chose, c'est en prenant conscience, quoi. Se rendre compte que vraiment, enfin, on est face à un hold-up. Mais je pense que si vous voulez, le danger est totalement sous-estimé parce que vous avez tout le discours lénifiant. Si je reviens au brevet, le brevet, c'est quand même quelque chose une anomalie par rapport au système libéral. Puisque conférer un droit de brevet, c'est conférer un monopole, certes temporaire, sur l'exploitation d'une invention. Or, le libéralisme n'arrête pas de vous raconter que la chose la plus épouvantable qui puisse se produire, c'est le monopole. Donc il faut la libre concurrence. Donc les voilà en train d'organiser le monopole, si vous voulez, en douce. Donc là, ils sont dans une situation, si vous voulez, qui est assez dangereuse pour eux, si vous voulez. Alors ce qui fait qu'ils ont développé, en particulier au cours des 30 dernières années, tout un discours sur le fait que l'invention, ça inciterait à l'innovation, que l'innovation, ça incitait au progrès, et que si on voulait se soigner, si on voulait... Mais si vous, du point de vue de la logique libérale, non, ce qui incite à l'innovation, c'est la concurrence. Et en effet, des entreprises qui sont en concurrence sur le marché, elles ont peur que leurs voisins viennent leur tailler des croupières. Si vous leur organisez un petit monopole tranquille, elles vont se partager le marché, c'est ce que font les industries pharmaceutiques. Elles vont se partager le marché et elles ne vont pas faire de vagues, pas faire d'innovation qui menace de tout bouleverser, de bouleverser leur situation. Donc vous voyez, on est dans une situation qui est complètement invraisemblable, où la Commission européenne, au nom du libéralisme, prend des dispositions qui instaurent des monopoles pour des gangsters. Il y a une complicité crapuleuse quand même. Elle est crapuleuse. Elle est crapuleuse, mais si vous voulez, les gens se laissent convaincre. Ils se laissent convaincre par les lobbies. Les lobbies viennent leur expliquer que mais s'il n'y a pas une protection par le brevet, il n'y aura pas d'investissement dans la recherche. Mais c'est faux. Ce qui fait que les firmes investissent dans la recherche, c'est qu'elles ont peur du concurrent à côté. Ils sont noyés par un vocabulaire dont ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais c'est quand même terrible que des scientifiques des politiques, ne dénoncent pas plus précisément ça, parce que c'est des procès qu'il faut faire à Monsanto, etc. Il y a des procès, mais procès pour Monsanto les gagnent, puisque la loi est de leur côté, puisqu'ils ont obtenu de pouvoir breveter, donc voilà. Donc les politiques sont complices aussi. Les politiques se laissent berner. Parce qu'ils sont des imbéciles, c'est pas parce qu'ils le veulent. Ou est-ce qu'ils touchent? Écoutez, je sais pas. On peut se demander. On peut se demander, si vous voulez... je me demande sérieusement, oui. Mais on peut se poser la question sérieusement. D'autant plus, si vous voulez, que... Là, c'est l'économiste qui parle.
je peux vous dire une chose, c'est que jamais aucun économiste n'a réussi à démontrer l'effet incitateur du brevet sur l'innovation. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour la raison très simple, encore une fois. Dans le système libéral, et là, je suis d'accord avec eux, c'est la concurrence qui est l'effet moteur. Évidemment, la concurrence, ça ne plaît pas aux industries pharmaceutiques qui veulent absolument avoir des monopoles et se les partager tranquillement entre elles. Et là, c'est pareil avec les semences, c'est pareil, c'est maintenant un cartel d'entreprises qui se qualifient en plus des entreprises des sciences de la vie, si vous voulez, alors que ce sont des entreprises des sciences de la mort, qui ont pris le contrôle du vivant. Mais on est face à constamment une espèce de rouleau compresseur de vocabulaire inadéquat, si vous voulez, ou de vocabulaire de tromperie. Oui. Alors je prends l'exemple de, prendre simplement, on parle de variété à l'heure actuelle, alors que comme je vous l'ai dit, les plantes, vous pouvez observer n'importe quel champ, les plantes sont toutes les mêmes, vous avez affaire à des clones. Comment voulez-vous pouvoir réfléchir, ne serait-ce qu'à la disparition, l'évanouissement de la biodiversité, quand vous utilisez le terme variété pour désigner ce qui en est exactement son contraire, les clones? À savoir si la biologie, une grande partie de la diversité cultivée fout le camp, c'est parce que justement nous cultivons des clones. Mais c'est constant, je veux dire, c'est absolument constant. Alors maintenant, je voudrais conclure simplement sur pour montrer ça, c'est le terme OGM, organisme génétiquement modifié. Ça fait partie des biotechnologies, si vous voulez, à la mode et tout ça. Bon. D'abord, le terme lui-même, c'est un terme qui est inventé par l'industrie des biotechnologies. Parce que ça permet de dire organisme génétiquement modifié. Non, mais on fait ça depuis les débuts du monde vivant. Constamment, il y a des brassages génétiques, constamment les plantes, les animaux, les êtres vivants sont génétiquement modifiés. Donc les gars, dormez sur vos deux oreilles. Il n'y a aucun problème. On continue à faire. Simplement, nous le faisons maintenant avec des méthodes beaucoup plus précises. Vous avez les derniers développements des techniques CRISPR, je ne sais plus quoi, là, 09 et tout ça, où on vous dit, mais c'est une précision chirurgicale. Ouais. Sauf que c'est pas vrai du tout. Donc on fait ça de façon beaucoup plus précise. Alors, Claude, donc on utilise les OGM, ce sont des clones, puisqu'on n'a pas changé les lois sur les semences. D'accord? Deuxièmement, ces clones sont des clones pesticides, puisque les OGM qui sont cultivés à l'heure actuelle, en général, ils sont soit tolérants à un herbicide, c'est-à-dire que l'herbicide peut rentrer à l'intérieur de la plante, mais là, il est neutralisé par des systèmes enzymatiques qui empêchent l'herbicide de détruire la plante. Mais l'herbicide, il est dans la plante. Et deuxième chose, ces plantes sont des plantes aussi insecticides. C'est-à-dire que si un ravageur arrive et veut les croûter, ben, le ravageur tombe raide mort. C'est-à-dire que là aussi, la substance insecticide, la substance toxique, elle est à l'intérieur de la plante. Donc c'est vous qui les, derrière qui les mangez. Hein. Donc, plantes pesticides. Et troisième point, si vous appelez ça ces plantes pesticides, parce que justement elles ont été génétiquement modifiées, elles sont brevetées. Ah, elles sont brevetées, c'est-à-dire que vous avez séparé la production de la reproduction. Et vous en faites un monopole de Monsanto. Ou d'autres entreprises, de Bayer, qui a racheté Monsanto, mais bon, c'est son bouffe. Donc, vous voyez que si vous commencez à utiliser un vocabulaire précis, au lieu d'appeler OGM, vous parlez de clones, pesticides brevetés, là, la perspective change complètement. Clone, alors que la diversité est à l'agonie, il faut sortir du clonage. En plus, le clonage, il est imposé par les lois sur les semences, qui imposent d'avoir des variétés qui sont distinctes et homogènes. Bon. Donc, c'est-à-dire qu'on a imposé une technique de sélection particulière aux semences, pour pouvoir vendre des semences. Donc, clone. Bon. Vous appelez ça des clones pesticides. Ah oui, on est censé lutter contre les pesticides, mais voilà qu'il y a un système qui permet maintenant d'étendre, c'est la technique de Monsanto, d'étendre l'utilisation du Roundup au monde entier. Puisqu'il suffit de mettre des gènes de résistance au Roundup dans la plante, dans le blé, l'orge, l'avoine, n'importe quoi, pour pouvoir arroser tout autour avec du Roundup. Ça, c'est
Technique très intelligente qu'a inventée Monsanto à la fin des années 1990. C'est remarquable, si vous voulez, d'avoir trouvé ça. Et Monsanto a laissé sur place ses concurrents, à ce moment-là, qui n'avaient pas pensé à mettre en place ce type de technique pour écouler encore plus de pesticides, écouler encore plus d'herbicides. Et ensuite, breveter. On est censé, ah oui, les pesticides, on est censé lutter contre les pesticides, mais là, vous embrassez leur utilisation. Et breveter, ah oui, breveter, vous en faites un monopole des industriels des sciences de la vie. Donc vous voyez, quand vous utilisez un vocabulaire précis, un vocabulaire correct, les choses changent complètement. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Sortir des techniques de l'isolement clonage, deuxièmement, sortir des pesticides, troisièmement, en finir avec le brevet du vivant. Vous voyez, la lutte est complètement sur un terrain complètement différent, alors que mes chers collègues qui luttent, enfin mes chers amis qui continuent à lutter contre les OGM, ils luttent sur des bases complètement différentes. Ils disent, ouais, c'est pas bien parce qu'il faudrait avoir des tests plus longs, il faudrait que ce soit fait par des entreprises indépendantes, il faudrait que les chercheurs ne soient pas sous la disposition des firmes, etc., etc. Mais ça rime à rien. Et ça, ils y sont conduits parce qu'ils parlent d'OGM. Quand vous parlez d'OGM, vous êtes conduits à dire, ah ben, il faudrait quand même être des meilleures façons d'agir, etc. Non, si vous parlez de clones pesticides brevetés, vous savez ce qu'il faut faire sur le plan politique. Évidemment, je veux dire, moi je m'égosille à dire ça, ça ne sert à rien. Est-ce que je peux vous poser une question encore, sans abuser, mais le consommateur que je suis, très inquiété, se demande si il y a un label quelconque qui nous fait échapper à la truanderie. Est-ce qu'on peut dire que si vous avez l'étiquette bio sur un produit, on peut ne plus avoir d'inquiétude et de nourrir personne d'autre que le paysan? Malheureusement, la bio est tombée dans le travers du reste. C'est ça qu'il faut dire. Si vous voulez, le seul label bio auquel je fais confiance, c'est le label Déméter. Parce que le label Déméter, ce sont des gens qui ont compris une chose, c'est que eux, ils ne cultivent pas des plantes, ils cultivent des sols. Eux, ils veulent avoir des sols en bonne santé. Ils ont compris une chose, c'est qu'à partir du moment où les sols sont en bonne santé, les plantes sont en bonne santé, elles sont nourrissantes, elles sont etc. etc. Donc eux, ils sont leur démarche en matière agricole, c'est avoir des sols en bonne santé, avec des vers de terre, avec etc. etc. Et si vous voulez, les sols en France sont dévastés. Donc même si vous faites des cultures bio, si vous voulez, de blé sur des sols dévastés, ben, vous aurez des résultats qui sont dévastateurs aussi. Il faut avoir des sols en bonne santé pour cultiver des bonnes choses. On va faire les courses où? Chez Michel Simondi, me dit, alors oui, Michel Simondi, c'est un agriculteur qui bio, qui est à côté de chez... Mais c'est un peu loin, évidemment. Mais vous pouvez, je crois qu'il y a des gens qui vendent des paniers marseillais. Vous avez des paniers marseillais? C'était Richard au panier marseillais. Qui font des choses très bien. Et là, je connais des agriculteurs qui font partie qui sont producteurs pour les paniers marseillais, et c'est vraiment très bien. Je veux dire, ils sont... Les paniers marseillais, oui, je pense que c'est eux. Mais je pense qu'il y a d'autres AMAP. Il y a aussi une AMAP. Il y a des AMAP à l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il y a notamment une qui est du côté de les prisons des Baumettes, dans une ferme expérimentale, dans une ferme école, qui vend des produits qui sont, à mon avis, au roi d'Espagne, c'est ça, qui font des choses très bien, là aussi. Mais c'est vrai que sur Marseille, il n'y a pas grand-chose. Il faudrait qu'on se partage l'adresse et qu'on la diffuse, parce que franchement, oui, après vous avoir entendu, on a vraiment... Je ne vais pas vous faire peur, je vous... Mais non, mais si, je crois qu'il faut faire peur, en définitive, en disant la vérité aux gens, parce qu'ils n'ont rien compris de ce qui se passe. Non, mais on ne comprend pas. Tout le système médiatique est fait pour... Il y a peut-être un discours savant aussi qui n'arrive pas jusqu'aux oreilles des gens, et qui se dit, bon, à partir du moment où on ne comprend pas, on cherche plus à savoir. Et donc, oui, il faut effectivement diffuser et peut-être avec un vocabulaire plus simple et plus accessible aux oreilles de tous ceux qui n'ont rien compris. Mais le problème, c'est la confiance qu'on a aux scientifiques. Et ça,
c'est bouleversant, parce que si j'entends ce discours qui m'inquiète très, très, très sérieusement aujourd'hui, plus qu'avant, après vous avoir entendu, je me dis, comment peut-on imaginer que des hommes de responsabilité, des scientifiques, soient complices de ça, parce que vous êtes marginal, vous. Absolument. Vous êtes bon. Mais alors, je vais vous dire une chose. Premièrement, c'est que je suis en train de traduire un livre d'un type avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle La doctrine de l'ADN, de la biologie comme idéologie. Si vous voulez, qui est une démonstration de degré de servitude volontaire de cette biologie moderne dite scientifique, biologie moléculaire et autres. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que la science est en réalité, les scientifiques ont réussi à faire croire qu'ils étaient au-delà de la société, qu'ils étaient ahistoriques, asociaux, apolitiques, qu'ils étaient l'objectivité du monde naturel, qu'ils l'observaient sans aucun préjugé. Ça, c'est évidemment, n'importe quel historien des sciences vous dira que c'est complètement faux. Mais il n'empêche qu'ils ont réussi à imposer cette idée-là à l'ensemble du monde. Et qu'on pense toujours les scientifiques comme étant capables d'objectivité. Alors que si vous regardez l'histoire de la science, enfin, je veux dire, je vais revenir moi, à mes grands classiques, hein, c'est-à-dire le manifeste du Parti communiste Karl Marx, 1848, Marx et Engels décrivent les scientifiques, si vous voulez, comme des agents du système. Ils font partie du système, ils servent le système, ils sont décrits comme des mercenaires du système. Et en effet, on ne va pas me faire croire que l'État, enfin, si on va avoir une conception complètement irénique de l'État responsable du bien public et tout ce genre de conneries, si vous voulez, on ne va pas me faire croire que l'État est au service du bien public. On ne va pas me faire croire que l'État paye les gens de la recherche agronomique pour faire une recherche agronomique pour le bien public. Enfin, qui peut croire un truc pareil? Justement. Tout le monde le croit. Mais oui. Mais si vous voulez, l'histoire du maïs hybride, pour ça, elle est absolument exemplaire. Elle est extraordinaire, si vous voulez. Elle montre comment les scientifiques sont amenés littéralement à se fermer les yeux sur ce qu'ils font, à ne pas vouloir le voir. Même quand on leur met le nez dedans, ce que je fais en ce moment. Les réponses que j'ai sont ahurissantes. Mais, encore une fois, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. La science intervient dans notre société comme instance de légitimation du pouvoir. En fait, la science a largement remplacé la religion comme instance de légitimation de la société. Et ça, vous le voyez particulièrement bien dans le domaine de la biologie. Tous les efforts qui sont faits par les scientifiques pour dire si il y a des premiers de cordée, c'est parce qu'ils ont des gènes supérieurs, si vous voulez, c'est dans leurs gènes. Je veux dire, ils font un effort absolument colossal pour raconter ce genre de bobards. Mais ça marche. Et ça marche. Ça marche. Et les gens se disent, ouais, je suis con. Si je suis con, c'est parce que je suis à ma place, c'est parce que j'ai des mauvais gènes. Mais bon, j'exagère à peine, si vous voulez. Vous avez cette propagande qui est absolument constante, qui est répétée à longueur de journée, de manuels, de journaux, de tout ce que vous pouvez imaginer. Je pourrais vous raconter une histoire. Et par contre, si vous voulez, quand soi-disant un scientifique raconte des bobards qui vont dans le sens du système, c'est considéré comme quelque chose de formidable. Je vais vous raconter l'histoire de Sir Cyril Burt, qui est quand même une histoire aussi assez extraordinaire. Sir Cyril Burt, biométricien, psychologue, sociologue, grand spécialiste de la question de la transmission du coefficient intellectuel, grand spécialiste donc des études de jumeaux, où on a des jumeaux qui sont des vrais jumeaux, génétiquement identiques, qui sont élevés dans des milieux différents, et donc évidemment ça permet de savoir si la génétique est plus importante que le milieu pour déterminer le niveau de QI. Donc il commence ses études dans les début des années 50, avec un petit échantillon de, je sais pas, une quinzaine, vingtaine, et puis au fil du temps, au fur et à mesure, jusque dans fin des années 50, début des années 60, son échantillon grossit de 15, 30 jusqu'à 40 ou 50 ou 70, peu importe si vous voulez, de vrais jumeaux élevés dans des milieux différents. Et il ressort de toutes ces études que
l'environnement n'a aucune influence, ou peu d'influence, que ce sont les gènes qui importent. D'où il est nommé, à ce moment-là, il est ennobli, et il est nommé chargé de la réforme du système éducatif anglais, en particulier du système primaire. Et là, en effet, la conclusion, c'est puisqu'ils sont cons que c'est dans leur gène, c'est pas la peine de faire un effort. L'environnement ne pourra pas changer ça beaucoup, quoi. C'est pas la peine. Perdez votre temps, les gars. Donc c'est le résultat, en effet, de Sir Cyril Pump. Et il est célébré dans le monde entier. Vous voyez à quel point il sert les objectifs du système. Célébré dans le monde. Et puis, je crois que c'est le début des années 1972, je crois. Et il y a un type quand même qui est un peu plus éveillé, qui s'appelle Léo Camine, que j'ai rencontré Léo Camine, il est très surpris des travaux de Burt, et il regarde de plus près, et il s'aperçoit que, quelle que soit la taille de l'échantillon, les tests statistiques que fait Burt pour la mesure d'intelligence, la mesure du QI, restent les mêmes à 3 décimales près, à la 3e décimale. Donc la fraude est patente. Il a littéralement créé ses propres échantillons et il les a manipulés. Ensuite, le scandale s'étend. Burt, à qui on pose des questions, dit qu'il ne sait pas comment a été constitué l'échantillon parce que ses assistants sont partis en Australie. On est en 58, en Australie, c'est vraiment très très loin, quoi. C'était presque la terre Adélie, quoi, maintenant. Donc, et qu'elle a perdu leur trace. Bon, il y a des journalistes, malgré tout, qui font leur boulot, qui vont voir en Australie essayer de trouver la trace de ces assistantes, soi-disant assistantes de Burt. Elle n'existe pas. Bon, bref. Le scandale est énorme. Alors j'ai une amie qui s'appelle Diane Paul, qui s'est dit, mais qu'est-il arrivé à Burt après ce scandale? Bon, il est mort, il était mort en 64-65. Mais qu'est-il arrivé aux données qu'il avait publiées? Et elle a étudié une vingtaine de manuels de sociologie, de psychologie, d'économétrie, une vingtaine de manuels pour voir ce qu'il était advenu aux chiffres de Burt. Eh bien, tenez-vous bien, on continue à publier les chiffres de Burt comme étant vrais. Et simplement, on a supprimé le nom de Burt. Mais parce que, vous voyez, l'enjeu idéologique est tellement fort, tellement puissant. Alors, elle explique ça par cet enjeu idéologique, mais pas seulement ça. Elle dit aussi, tiens, tout ce qui a un système économique derrière, les manuels, tous ces manuels, si vous voulez, qui sont utilisés par les étudiants, sont des sources considérables de revenus pour les entreprises, qui publient pour les éditeurs. Donc, ces éditeurs, ces livres, ces manuels, sont vendus sur la recommandation des enseignants. Or, les enseignants sont, excusez-moi, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enseignants dans cette salle, je vais me faire lâcher, sont quand même plutôt fainéants. Et quand vous avez enseigné pendant 20 ans les données de Burt, si vous voulez, vous avez du mal à vous retrouver devant vos étudiants en disant « Putain, je me suis complètement gouré, quoi, c'était des conneries que je vous ai racontées, puis maintenant il faudrait que je vous raconte une autre histoire, mais je n'ai pas d'autre histoire sous la main à vous raconter. » Donc c'est embêtant. Donc il y a une espèce de collusion entre le corps enseignant, n'est-ce pas, et puis les éditeurs, pour en effet continuer à raconter la même chose, parce qu'on va continuer à pouvoir vendre le même manuel, il faut quand même supprimer le nom de Burt. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Je veux dire, le système marchand, il est absolument partout, dans tous les pores de notre société, sans qu'on s'en rende compte. Et il nous influence, même quand je suis comme moi très méfiant, si vous voulez, par rapport à ce que racontent les scientifiques, des fois je me fais avoir. Non, il faut, enfin, si vous voulez, c'est toute la question de la place de la science, je veux dire, dans nos sociétés. La science est maintenant, de plus en plus maintenant, enfin, en particulier avec l'Europe, si vous voulez, c'est devenu, enfin, c'était déjà une institution qui, disons, propulse notre système économique en avant. Tout repose sur, en effet, les innovations dans tous les sens. C'est une institution centrale du système dans lequel nous sommes.
il faut arrêter de regarder les scientifiques comme des gens qui peuvent dire la vérité. Non. Non, la vérité à l'heure actuelle, c'est que les gens sont obligés d'aller négocier des contrats avec la Commission européenne, avec les instances régulatrices en France, le CNRS, etc., et qu'on ne peut plus présenter de projet si ce projet n'est pas présenté maintenant en même temps qu'avec une entreprise privée. C'est ça la science, en particulier dans le domaine de la biologie. Et les gens ne le savent pas. Les scientifiques continuent de se présenter. Alors, dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un ou deux qui ruent dans les brancards, qui payent un petit peu, si vous voulez. C'était mon cas. Je ne suis pas un héros pour autant. Mais il y en a qui payent beaucoup plus cher, le fait de pouvoir prétendre la vérité. Mais tout le monde leur tombe dessus. Je pense à un type comme Gilles-Éric Serralini, par exemple, qui s'est fait littéralement démolir par l'ensemble de l'institution scientifique. On a affaire à des gangsters. Il y a une association qui s'appelle l'Association française des biotechnologies, où ce sont des gens qui n'ont littéralement ni foi ni loi. Ils défendent leur beefsteak. Ils ont parfaitement intérêt. Et il faut bien comprendre la science que, je veux dire, ce qu'on appelle la science, c'est ce que racontent les scientifiques, que ce soit vrai ou faux. La notion de la vérité n'a plus aucune espèce d'importance. Il n'y a pas que les scientifiques, c'est vrai. Oui. Enfin bon, c'est un domaine où les gens s'imaginent qu'ils sont vêtus de probité candide, comme de lin blanc et de probité candide, comme on dit dans une pièce de théâtre. Oui. Certainement. Oui. En fait, on n'a plus la porte de sortie, c'est les poètes, quoi. Quelque part. Mais si vous voulez, je pense que, en effet, à l'heure actuelle, en matière d'agriculture, en tout cas, une démarche poétique de la compréhension du monde vivant apporte beaucoup plus de résultats que toute cette biologie moléculaire. J'en vois pour preuve, par exemple, un film qui a été projeté sur Arte sur un agronome australien qui travaillait en Afrique, si vous voulez, et qui a mis au point des méthodes de régénération des sols par des forêts et autres, si vous voulez, tout simplement par l'observation et autres. Ce qui est terrible, c'est qu'on nous fait croire que la solution de nos problèmes sera dans la science. Non, c'est dans l'observation de ce que les gens font, du monde naturel, de la façon dont il fonctionne, que les choses s'amélioreront. On n'a pas besoin de ces gens-là. Moi, j'en suis au point de dire que maintenant, si on fermait les laboratoires d'INRA, tout le monde s'en tirerait beaucoup mieux. Sauf mes chers collègues, mais bon, on pourrait quand même les reconvertir. Je ne suis pas complètement opposé, mais les envoyer un peu dans les champs, si vous voulez se rendre compte de ce qui se passe. Non, il faut... leur faire du théâtre. Il y a beaucoup plus de choses à faire, à mon avis, simplement par un travail, si vous voulez, de terrain, d'observation, et puis de comprendre aussi que si vous voulez, l'agronomie, c'est une agronomie qui se passe dans une société à un moment donné, qui a des conséquences sociales. Donc c'est toute cette interaction, si vous voulez, dans des mondes différents. Mais vouloir, comme on le fait avec ce réductionnisme, considérer que d'un côté il y a les gènes, et puis de l'autre côté il y a autre chose, la société. Mais c'est absurde. Un être vivant, il vit dans un milieu, point final. Et il sculpte ce milieu, et il le transforme à son image. Et malheureusement, nous, comme nous sommes des prédateurs, on est en train d'établir la prédation sur la planète, si vous voulez, à un point maintenant pratiquement de nos retours. Bon. Mais il y a possibilité de faire autrement, à condition de ne plus fétichiser la science. On fait pousser des munitions. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Témoignage, ouais. J'ai une question qui me pose, je ne sais pas si j'arriverai à bien la formuler, mais si un Monsanto décide de mettre sur le marché quelque chose en route qui permette de stériliser l'humanité, non pas qu'elle se reproduise, est-ce que c'est quelque chose de complètement utopiste ou ça? Pour l'instant, oui. Mais ça viendra, sans doute. Si vous voulez. Parce que je veux dire, là, ça me donne un peu l'impression que ça va vers ça. Enfin, moi, je pense qu'on va plutôt vers
C'est une chose qui est dans le petit spectacle, si vous voulez, que je joue le rôle d'un technocrate absolument convaincu qu'il y a le progrès, etc. Et donc je suis amené à dire, à un moment donné, oui, jamais l'avenir n'a été aussi radieux. Les épidémies, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc. C'est absolument formidable. C'est une chance qui va permettre... oui, ça va permettre de résoudre le problème démographique dans le monde. Et ça va ouvrir de vastes territoires à l'économie. Et puis après, ça continue en disant, oui, mais la fonte des banquises s'accélère et met à notre disposition des quantités illimitées de charbon, de pétrole, de gaz naturel, de minerais, de terres rares, etc. Donc, mais en effet, ces gens-là, ils pensent comme ça. Et moi, je pense que, si vous voulez, de façon absolument cynique, oui, les grands dirigeants des soi-disant grandes puissances, ils pensent exactement en ces termes-là. Si, disons, quelques millions, quelques dizaines, quelques centaines de millions d'Africains disparaissent, quelle importance, hein. Non, je crois qu'il faut, si vous voulez, c'est vraiment qu'il y a un système de domination qui est lié au phénomène de l'État, qui est littéralement terrifiant, parce que vous regardez comment les États se comportent. On a eu quand même l'exemple de l'État démocrate, enfin des États qui étaient dans un pays très civilisé, avancé, le nazisme. Hein, bon, dans les années 30, vous avez vu ce que ça a donné. Donc, oui, moi je suis très, si vous voulez, je suis un peu effrayé à l'idée de voir un peu clair, quoi, de me dire, ces gens-là sont parfaitement cyniques, ils s'en foutent. L'essentiel, c'est qu'ils gardent le pouvoir. Et leur profit. Et leur profit. Ben, le profit, le pouvoir, ça se ressemble. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Je suis désolé d'avoir plombé un peu le... Mais bon, non, mais il faut lutter. Hein. Il faut lutter, mais si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez quand je vois que même les gens qui luttent contre les OGM ne sont pas foutus de comprendre que l'enjeu, c'est l'enjeu de cet enjeu, cette progression sournoise, lente, souterraine, cette confiscation du vivant, cette expropriation du vivant, qui nous rendra à la merci de cette classe de propriétaires, de nouveaux propriétaires qui est en train d'émerger, qui n'en sont pas effrayés. Non, on va discuter encore une fois, gentiment. Il y a un manque, il y a quand même, si vous voulez, même moi, hein, il y a quand même un manque de radicalité. C'est pour ça que quand, je ne sais pas quelle expression que j'ai utilisée pour parler de ce qui se passe, c'était déjà quoi? C'était... Oui, que j'avais mise dans le texte, si vous voulez, le texte un peu violent, en disant que c'était une class robbery, une extorsion de classe, brigandage, oui, brigandage de classe, les enclosures, mais nous assistons à un brigandage de classe. Mais aller faire passer ça dans un journal quelconque, qu'il s'agisse du Monde ou autre, ça ne passera jamais. Enfin, en tout cas maintenant. J'avais écrit des articles à l'époque, c'est dans les années, début des années 2000, une série d'articles dans le Monde, dans le monde diplomatique aussi, mais après ça a été fini. On va applaudir Jean-Pierre? Non. Si. Merci. Alors, si vous souhaitez, il y a quelques ouvrages. Ton dernier livre, le titre, La planète des clones. La planète des clones, qui est en vente à la sortie. Et... Entre parenthèses, il y a un truc que je n'ai pas dit, qui m'amuse beaucoup, enfin, c'est que, si vous voulez, là aussi, c'est la façon dont le système est en train de lâcher des leurres sur le fait qu'on allait cloner des humains. Si vous voulez, ça me semble encore un piège absolument grotesque, enfin, non pas grotesque, mais c'est un piège. Je veux dire, on s'en fout, en fait, le clonage chez les humains, il est fait par le clonage des esprits. Et les médias et l'éducation font ça très bien. Il n'y a pas besoin de s'amuser à
sur le plan biologique, à cloner les humains. Ça, c'est des trucs que les comités d'éthique sont en train de nous jeter devant pour nous faire courir derrière. Exactement, si vous voulez, c'est vraiment on est comme des lévriers, si vous voulez, qui sont à la poursuite d'un leurre en peau de lapin en Angleterre, quoi. Bon, vous savez, les courses de lévriers, vous lâchez un leurre, là, etc. Et les lévriers contre des cons et courent derrière, quoi. Au lieu d'être assis et de dire ah, je croyais que je me laissais attraper par ça. Mais non, on est pareil. Une dernière information. Donc une dernière information, la pièce aura bien lieu au Tourski, mais il faudra que vous ayez de la patience puisque on a réussi à la programmer au mois de janvier 2024. Et là, vous verrez tous les talents d'acteur de Jean-Pierre aux côtés d'un comédien professionnel dans le rôle du boulanger. Et Jean-Pierre, donc je reprends ton expression, du scientifique borné et technocrate convaincu du projet. Qui a la vérité. Merci. Les gens qui nous dirigent. Merci beaucoup en tout cas de votre présence et de votre attention. Merci. Pas désespérer d'espérer. Non.